Aujourd'hui, on fait une supervision un petit peu particulière. On va parler un peu de clinique. Ça va peut-être vous inspirer pour certains et ça illustrera peut-être certaines situations cliniques. On a, quand on a commencé à avoir du succès avec des mouvements alternatifs, on a tendance à l'utiliser heu, dans plein de situations, dès qu'on pense que c'est indiqué et souvent ça peut l'être et puis pouf, de temps en temps, bah, on est déçu alors qu'on avait eu beaucoup de résultats et puis on a une impasse. Alors les fois précédentes, j'avais travaillé avec vous la cible et là, on va travailler avec vous une autre façon de faire, c'est, de rentrer dans la clinique. Alors c'est une clinique, assez précise. Vous allez me dire: «C'est la mienne», hein, mais, elle ça m'apparaît, important de bien différencier toutes les situations cliniques auxquelles on peut être confronté et heu qui peuvent nous donner l'impression, d'être dans une impasse. Alors, la deuxième diapo, Pascal, c'est je peux le faire Oui, ça? Je sais pas, oui, oui. Non, je vais le faire. tu le fais? Hop, Voilà. j'admets les gens en même temps, donc Ouais, il y a voilà. Hop, plein de tâches à accomplir. Voilà. voilà. Donc là, j'ai différencié 4 grands types de situations cliniques. On va tâcher de les voir, ensemble. Donc dans presque là, ce qu'on va travailler aujourd'hui, ce sont les troubles du, stress post-traumatique dans leur ensemble, hein, et dans l'ensemble de ces troubles, il y a l'ESPT, puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les défenses installées, c'est-à-dire des symptômes qui sont secondaires, qu'on a des fois du mal à relier ou qui peuvent se relier assez facilement par les personnes elles-mêmes à une situation traumatique. Et puis, il y a un troisième type de trouble qui sont les modifications de la personnalité, où là, c'est plutôt délicat de travailler et où les mouvements alternatifs seuls ne suffiront pas, en tout cas de mon point de vue. Et puis la dernière situation, c'est ce que j'appelle le trauma asséché, hein. Alors, on va reprendre ces quatre grands groupes de situations, hein, ça fait peut-être un peu rigide de voir les choses comme ça, mais ça me semble important. Donc, le SPT, vous savez tout ce que c'est, hein, l'état de stress post-traumatique, c'est le plus typique, c'est ça qu'on appelait autrefois la névrose traumatique. Euh, et c'est euh, le plus typique, le plus impressionnant et bizarrement ou paradoxalement le plus facile à traiter, hein. Alors le SPT typique, je vous ai mis une petite phrase là, évidemment elle n'est pas de moi, elle est de Faulkner. Le passé ne meurt jamais, en fait il n'est jamais passé. Voilà, en fait, c'est justement là notre travail, c'est de faire passer le passé, c'est-à-dire de le mettre dans notre disque dur, dans notre mémoire narrative, et non pas de le mettre dans le présent. Un ESPT, c'est une mémoire traumatique, c'est-à-dire quelque chose qui est toujours dans le présent. Certains utilisent la métaphore du disque rayé. Vous voyez, on a un truc et puis ça arrive à un endroit et le disque est rayé. On repasse toujours en boucle sur le même sillon. J'aime bien cette métaphore et on est obligé de faire quelque chose. Et en général, pour ceux qui avaient les vieilles platines, là, on poussait un tout petit peu pour que ça passe sur le sillon d'après. En général, on en loupait un ou deux, hein. Eh bien là, c'est un petit peu pareil. Quand on pousse sur le sillon d'après, c'est comme s'il y avait une sorte de trou de mémoire, mais on peut passer à autre chose. Alors, dans cet ESPT, ce qui est le plus typique, c'est les réminiscences, les flashbacks, les cauchemars, les réactions de sursaut, les hypervigilances. Je pense que vous en avez tous vu, hein. Euh, c'est des situations qui peuvent se dérouler après des agressions physiques ou sexuelles, mais également après des accidents de la route, euh, après des situations traumatiques que l'on a vues, dont on a été témoin, hein, c'est les fameux traumas vicariants. Euh, Parfois même dans des situations de deuil, il peut y avoir ce genre de symptômes. En général, ils peuvent s'apaiser au bout de quelques semaines. Quand ils ne s'apaisent pas au bout de quelques semaines, ben, il s'agit de travailler ça. Et les mouvements alternatifs sont, de mon point de vue, la meilleure approche quand on est dans une situation clinique aussi typique, hein. Donc la mémoire traumatique, c'est un matériel traumatique un matériel événementiel, on va dire, qui constitue un trauma, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être enregistré dans notre mémoire. Alors, je ne reviendrai pas sur la physiologie, mais tous ceux qui ont fait la REPTA se souviennent de mon enseignement là-dessus, hein. Hein, c'est cette histoire
d'amygdale là, qui est en système d'alerte, hein, relié au thalamus, c'est-à-dire aux perceptions sensorielles, mais qui n'arrive pas à accéder à la mémoire événementielle, c'est-à-dire situationnelle de l'hippocampe, et encore moins au cortex. Euh, voilà. Donc, la personne, dans cette situation-là, elle n'a pas accès à un sentiment de sécurité. Elle sait qu'elle est en sécurité, mais elle n'a pas le sentiment de sécurité. C'est ce qui fait que vous pouvez être dans une situation très tranquille avec un patient dans votre cabinet, dans votre salle de clinique, et puis alors que tout est calme autour de vous, que vous êtes dans une relation de confiance, vous voyez la personne partir dans une angoisse qui n'est pas du tout adaptée au contexte, hein, parce qu'elle vit une autre situation, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être dans ce sentiment de sécurité que devrait permettre la relation. Voilà. Alors, quand on est dans cette mémoire traumatique, on a de la chance parce que, en général, les défenses ne se sont pas encore mises en place. Attends, la précédente, Oui. voilà. Les défenses ne sont pas encore mises en place. Alors, on va parler de ce que c'est que ces défenses. Ah, bah, c'est sympathique, là. Je dois avoir tes filles, Pascal. C'est mignonne. Elles sont mignonnes, hein, voilà. Oui, c'est mignonne, oui. Voilà, on approuve. Si tu peux revenir au PowerPoint. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce que vont faire les mouvements alternatifs, hein? C'est de faire un pont entre cette sécurité objective qu'il y a dans votre cabinet et puis la douleur envahissante qui vient du passé, qui se réactualise en permanence, le fameux disque rayé dont je parlais tout à l'heure. Voilà, on peut passer à la suivante. Alors, dans la clinique de l'ESPT, là encore, ça fait peut-être très enseignement, mais il y a deux types de symptomatologie. Une symptomatologie qui est présente, consciente pour le sujet, c'est l'objet de la plainte. Donc, quand vous voyez des gens qui viennent vous dire j'ai des réactions de sursaut, je me sens mal, je fais des cauchemars, j'ai l'impression de voir tout le temps mon agresseur, par exemple, ou l'accident, ou des choses comme ça. Donc, vous voyez bien qu'il y a une symptomatologie qui est présente, qui se représentifie en permanence, et puis qui est parfaitement consciente pour le sujet, même si des fois il n'arrive pas toujours à faire le lien avec l'événement, il revoit des choses. Et le deuxième type de symptomatologie, euh, les gens sont conscients de leur existence, mais pas forcément des mécanismes qui ont mené à la symptomatologie. Je vais être plus explicite tout à l'heure. Diapo suivante. Voilà. Dans la symptomatologie présente et consciente, c'est le souvenir qui est stocké, bon, comme on a dit, de manière dysfonctionnelle. Donc on a une mémoire qui est totalement partielle, hein, qui marche par séquence. Donc c'est comme si on avait une image sur 4 ou 5, ce qui fait que les gens ne peuvent pas raconter un récit, hein. C'est une mémoire qui est très souvent corporelle, c'est-à-dire qu'on va ressentir les choses dans le corps. Il y a très peu de mots et à l'inverse, énormément de sensations corporelles, hein. Et le corps, c'est les émotions, hein. Quand je dis que je suis anxieux, si je ne ressens rien dans mon corps, c'est que je ne suis pas anxieux, hein. Voilà. Donc n'importe quel stimuli du présent peuvent ramener au passé avec des réactions de sursaut. Alors ça peut être un bruit, ça peut être une image, ça peut être des choses comme ça. Et puis ce qu'on observe surtout, c'est la disproportion entre ce qu'on observe, le matériel, ce que j'appelle le matériel brut, c'est la plainte immédiate des patients sur leurs sensations corporelles, leur mal au ventre, etc. Et puis un discours qui est d'une pauvreté absolue sur l'événement. Quand les gens vous racontent une histoire parfaitement bien faite, c'est qu'ils ne sont déjà plus dans le SPT, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des choses à travailler, mais ils ne sont plus dans le SPT et les mouvements alternatifs marcheront moins bien. Parfois, on a des interprétations. J'ai vu ça souvent chez les Africains qui avaient traversé la Méditerranée un peu difficilement et qui avaient vécu des choses douloureuses dans leur pays. Très souvent, ils disent j'ai l'impression d'être suivi. C'est tellement vrai qu'ils vont aux urgences et qu'ils se trimballent avec, pour ceux qui connaissent un peu, de la risperidone après à 2 ou 4 milligrammes. Il y en a énormément.
Ils interprètent n'importe quoi, le moindre regard, comme étant un possible persécuteur qui va venir les retrouver, même si ça n'a absolument rien à voir avec la réalité, bien entendu. Et puis l'autre chose, c'est une anticipation négative. Et cette anticipation négative, ça amène à avoir des processus d'évitement qui commencent à se mettre en place, malheureusement, des processus phobiques où le moindre stimuli va être perçu de façon péjorative, et à ce moment-là, par exemple, ils sortent plus de chez eux. C'est le meilleur moyen. Mais là, on est déjà, quand il y a cette anticipation négative et avec des défenses qui se mettent en place, dans les défenses organisées, la défense de l'évitement. La symptomatologie à mécanisme inconscient, mais conscience de leur existence. On va passer à la deuxième diapo, Pascal. Voilà. Eh bien, là, on a des fragments dissociés de souvenirs, mais on ne fait pas de lien. C'est-à-dire qu'il y a des sortes d'images ou de sensations corporelles qui viennent de façon abrupte, sans lien possible avec un événement. Alors ça, c'est pas facile à travailler. On peut avoir ça également quand les défenses s'organisent, j'en parlerai tout à l'heure. Les défenses psychologiques inadéquates, donc je vais en parler tout à l'heure, et puis des aspects dissociatifs de la personnalité, les gens qui sont ailleurs, mais ils ne savent pas trop pourquoi, comme s'il y avait un mécanisme d'autoprotection qui se mettait en place automatiquement, malgré eux, bien entendu, puisque c'est automatique, mais de façon impromptue et sans qu'il y ait forcément une situation de danger. Alors c'est ça qu'on appelle des fois les personnalités dissociées, ou des gens qui disent « je me dissocie », parce que c'est devenu tellement à la mode ce mot qu'ils le disent eux-mêmes. Et puis le dernier point qu'on peut voir, c'est des patterns d'attachement dysfonctionnels. Alors, c'est quoi les patterns d'attachement dysfonctionnels? C'est des gens qui ont été brutalisés, maltraités, et qui vont se remettre dans des situations de type similaire. Alors, il ne faut surtout pas interpréter ça comme du masochisme. C'est comme si ça leur collait à la peau. J'ai une patiente récemment qui m'a dit « j'ai l'impression que c'est ma destinée de me retrouver toujours dans ces situations-là ». Voilà. Donc ça, c'est le SPT et la mémoire. Ça, c'est en principe assez travaillable avec les mouvements alternatifs. Alors, je vous rappelle, le mouvement alternatif, c'est un principe d'attention double. Je dis toujours, un trauma, surtout un ESPT, c'est de l'hypnose négative, c'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation traumatique tout en étant dans le présent. Le but des mouvements alternatifs, c'est pas de mettre en état d'hypnose, c'est exactement l'inverse. C'est de favoriser une réassociation. Je ne sais pas si vous me suivez. Pourquoi on favorise une réassociation? Parce qu'on focalise l'attention de la personne sur le doigt qui bouge devant les yeux, et tant qu'elle est focalisée, et je vous rappelle que c'est des mouvements alternatifs rapides que l'on fait dans ces moments-là, elle ne peut plus être dans sa situation de stress traumatique. Dès qu'on lâche le mouvement, elle y repart. On recommence les mouvements et on court-circuite la situation traumatique. Vous me dites si vous ne me suivez pas, faut m'interrompre. Et c'est comme ça qu'on va faire un pont avec la sécurité du présent. Donc, de mon point de vue, les mouvements alternatifs, ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec la dissociation, avec l'hypnose, mais plutôt avec la réassociation. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup dans les mouvements alternatifs sur les mouvements oculaires, parce que de mon point de vue, les mouvements oculaires sont plus efficaces, c'est mon point de vue, il n'est pas forcément partagé, parce qu'on oblige le patient à avoir une action. Il est obligé de suivre des yeux. Quand on fait du tapping ou quand on fait des stimulations auditives bilatérales, il est un peu passif par rapport à ces stimulations. Alors que dans la stimulation oculaire, il est forcément actif, il est obligé de suivre. Voilà, donc prioritairement, quand il n'y a pas de problème oculaire, de problème visuel, dans les mouvements alternatifs, j'utilise en priorité cela, sauf dans certaines situations plus spécifiques, je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Bon, les trois phases, c'est assez facile. Traitement du souvenir traumatique, donc là j'ai mis avec les piliers, l'image, un événement qui est vif, toujours présent, très émotionnel, etc. Et puis, on va incorporer cet événement dans la biographie du sujet. Il ne s'agit pas d'oublier, même si les mouvements oculaires donnent l'impression d'un balayage,
On n'est pas dans un balayage d'oubli, on est dans un balayage qui va permettre l'intégration d'un événement. C'est arrivé, mais ce n'est plus présent. C'est arrivé, c'est terminé, c'est passé. On passe à autre chose. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va transformer un mauvais souvenir en bon souvenir, mais qu'on va être capable de regarder le mauvais souvenir à distance, un petit peu comme je regarderais un film à la télévision, et je sais bien que si ça mitraille dans la télé, ça ne me mitraille pas dans mon salon. Troisième phase, c'est l'amélioration de l'estime de soi. Et c'est cette phase qui peut peut-être parfois être oubliée si on se contente de faire des mouvements oculaires rapides. Je pense qu'il faut arriver jusqu'à une réassociation avec une bonne idée de la personne. Hein, c'est-à-dire qu'elle puisse se dire, dans cette situation, j'ai fait de mon mieux, j'ai du pouvoir là maintenant, etc. Hein, parce que très très souvent, c'est la cognition négative qui va plomber la personne. Et on l'oublie souvent. On va travailler sur les images, on est content, elles sont apaisées, mais on n'a pas assez travaillé sur la perception. Or, on n'est pas des mammifères banaux, on est des mammifères avec un cortex. Et on se dit toujours des choses au sujet de ce qu'on a réalisé ou de ce que l'on est. Et si on ne travaille pas cette dimension, on passe un petit peu à côté. Je dirais que c'est sans doute un peu différent avec des enfants qui, avec un enfant de 5 ans ou de 7 ans, je pense qu'on peut travailler sans forcément trop insister sur les cognitions. En tout cas, en insistant moins. Voilà. Alors, bon, les effets, vous les connaissez, je passe. Hein. Moins d'excitation psychique, c'est OK. Donc là, on peut passer. La recomposition du souvenir qui devient un bout de l'histoire de la personne, mais sur laquelle qui l'a marqué, mais sur laquelle il n'y a plus à insister et qui ne revient plus perturber le présent. Deuxième grand groupe, à côté de l'ESPT, c'est toute la clinique des défenses psychologiques qui se mettent en place. Quand on est autant stimulé par des souvenirs douloureux, par ces réminiscences, par ces émotions qui viennent bouleverser, eh bien, on va avoir naturellement, sans doute inconsciemment, besoin de nous en protéger. La première protection, c'est de faire de l'évitement. Si c'est d'une banalité à pleurer. Hein. Si j'ai eu un accident de voiture, le meilleur moyen d'éviter, c'est de ne plus monter en voiture. Puis au bout d'un moment, c'est de plus sortir dans la rue. Hein. Alors l'évitement est hyper efficace, je ne me confronte plus. Hein. Ça marche très bien. Et donc on a très souvent dans les traumatismes, quels qu'ils soient, hein, pas simplement routier, mais dans plein de types de traumatismes, on a un évitement, une évolution vers des phobies sociales, etc. Hein. Voilà. C'est alors là, les gens ils viennent plus vous voir parce qu'il n'y a plus que la défense que l'on voit. Ils viennent plus vous voir pour le traumatisme. Des fois, ils sont même pas capables de faire le lien entre ce qu'ils ont et un éventuel traumatisme. Ils viennent parce que on leur dit, ben, faut quand même que tu te mettes à sortir de chez toi, c'est pas possible, etc. Ils viennent vis-à-vis de cette phobie. Hein. Alors on va voir comment on peut travailler avec ça tout à l'heure. Deuxième grand type, à côté de l'évitement, c'est la clinique du contrôle. Alors, la clinique du contrôle, le meilleur moyen de contrôler, ce sont les TOC. Et quand vous avez des TOC, eh bien, vous apaisez presque en totalité toute la charge émotionnelle qu'il peut y avoir dans l'existence. Avoir des TOC, ça n'a pas l'air d'être très drôle, mais les gens qui ont des TOC ont enveloppé dans ce TOC leurs émotions. C'est extrêmement efficace. Dans le contrôle, l'autre mode de contrôle, qui est un grand classique, c'est les troubles addictifs. Alors les troubles addictifs produits, alcool et les drogues diverses, bah, tous les traumatisés de guerre sont devenus des grands alcooliques. On connaissait ça après nos guerres en France, après la guerre d'Indochine, hein, et en Amérique, après la guerre du Vietnam, c'est un grand classique. Alors, c'est une solution à court terme qui est efficace, mais qui doit toujours être renouvelée, puisqu'elle ne règle en rien les réminiscences. D'où ces toxicomanes, ces junkies, ces alcooliques chroniques qu'on peut rencontrer. Et là, refaire le lien avec un éventuel trauma est difficile, sauf si ils acceptent, j'allais dire, de se passer, au moins pendant quelque temps, de ce, comment dirais-je, de ce moyen de résolution de leur bouleversement émotionnel. Et à ce moment-là, on va pouvoir travailler avec eux. Mais il faut qu'ils acceptent de voir en face cette émotion qui monte, alors qu'ils cherchent à s'en protéger depuis des années. Troisième moyen, qui est également un trouble addictif, c'est les TCA, hein,
qui est quand même aussi un excellent moyen de maîtrise émotionnelle, hein, que ce soit l'anorexie ou même la boulimie. C'est un grand classique et moi j'ai vu beaucoup de jeunes filles qui étaient à l'unité d'addicto adressées parce qu'on découvrait qu'il y avait eu en général cette histoire d'abus sexuels hein, dans leur petite enfance ou leur prime adolescence et qu'elles avaient fait comme elles pouvaient pour contrôler tout ça hein, par le trouble alimentaire. Alors le problème de ces troubles addictifs, que ce soit les troubles alimentaires TCA ou les addictions aux produits, un gros problème, c'est qu'ensuite le symptôme il fonctionne pour lui-même pour plusieurs raisons, hein. Le trouble addictif produit, ben, c'est évident, il va toucher comment dirais-je, des récepteurs qui, une fois stimulés, ben, vont toujours avoir besoin d'être nourris en quelque sorte. Et c'est idem pour les troubles du comportement alimentaire. Donc on va avoir un double problème avec ces gens. On peut arriver à traiter la dimension traumatique qui peut être à l'origine de leur trouble, pas encore celle-là, Pascal. Hein. On peut essayer d'y arriver, hein, mais ce n'est pas pour ça qu'on va en parallèle soigner tout le trouble addictif. Hein. Mais c'est déjà pas mal si elles n'ont plus, il ou elle n'ont plus d'émotions bouleversantes dans leur vie. C'est un premier pas. Alors, ce qui est intéressant dans ces défenses psychologiques, quand elles sont travaillables, c'est quand le mécanisme défensif n'est pas suffisamment totalitaire. C'est-à-dire qu'il y a des échappements émotionnels. Et c'est presque toujours le cas dans les troubles addictifs. Dans les TOC, c'est beaucoup plus difficile. Et le problème des phobies, pour remonter un petit peu plus haut sur la diapositive, le problème des phobies, c'est que quand on veut travailler en mouvement alternatif avec les phobies, ben, les gens ne vont jamais dans la situation qui leur fait peur, puisqu'ils sont des professionnels de l'évitement. Hein. Donc ça, c'est un problème clinique, il va falloir les convaincre. On peut passer à la diapo suivante, Pascal, merci. C'est bien d'avoir d'être aidé comme ça. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le problème des humains, c'est que ce sont des mammifères avec un cortex un peu développé. Donc, il y a toujours une idée sur soi. Alors là, j'ai mis quelques cognitions qui sont assez fréquentes dans le vécu psychotraumatique. Hein. Une des premières choses, c'est « je me sens impuissant ». C'est un grand classique, on a tous besoin de puissance, hein, c'est notre mégalomanie inhérente à notre personnalité, on a tous besoin de ressentir du pouvoir. Et il y a des situations où on n'a pas eu de pouvoir. Ça peut être un accident, un truc géologique, mais ça peut être bien sûr aussi une agression. Par rapport à ça, le besoin qui est inhérent à ce sentiment d'impuissance, à ce vécu d'impuissance, c'est de retrouver du pouvoir. Vous êtes d'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme défense psychologique? Une exaltation de l'humeur. Alors, il faut bien s'entendre. Hein. Quand je dis défense psychologique, ce sont des mécanismes inconscients. Les gens sont conscients des symptômes qu'ils ont, par exemple de l'alcool, du TCA ou du trouble de l'humeur. Ils sont conscients du symptôme, mais pas conscients du mécanisme. Le mécanisme, il se met en place de façon automatique. Alors pourquoi dans une voie plus que dans une autre? Je ne saurais le dire. En général, quand on a expérimenté une voie et qu'elle marche, on continue. Si on a expérimenté qu'un verre, ça me calme, ben, je vais continuer à boire. Si une jeune fille, elle a expérimenté que se couper, ben, ça la soulage, elle va continuer à se couper, etc., etc. Donc je me sens impuissant, besoin de retrouver du pouvoir, et ben c'est là où on a ces espèces d'exaltation maniaque dans certaines personnalités borderline. Tu en as vu, Pascal, souvent, hein, on en a quelques exemples typiques en tête, hein, de personnes qui avaient été... qui avaient eu des traumas complexes, c'est-à-dire qui avaient été multi-traumatisés et qui avaient à certains moments soit des effondrements dépressifs, soit une exaltation de l'humeur. Et cette exaltation de l'humeur, pour moi, elle vient du sentiment d'impuissance vécu qui donne implicitement le besoin de retrouver du pouvoir, même de façon totalement inadaptée. Deuxième chose, je me sens débordé par mes émotions. Hein, vous savez bien que les émotions, c'est de l'ordre de l'intolérable, parce que je ne les contrôle pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de les contrôler. Alors, on n'est pas dans le domaine de la puissance, là. Hein. Ce qui est insupportable, c'est de vivre des choses à l'intérieur de son corps qu'on aimerait ne pas vivre. Hein. Donc, on va avoir besoin de contrôler. Et quand on a besoin de contrôler, bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va faire des expériences addictives, par exemple. Hein.
Troisième type de, de vécu psychotraumatique, par rapport à cette expérience que j'ai vécue, j'ai été humilié, je ne vaux rien, j'étais sans moyens, je me suis senti disqualifié, hein, l'impression de ne pas avoir de valeur. Vous voyez, ça peut être des fois je mets des guillemets au mot, petits traumas, hein, des disqualifications devant un groupe à l'école, entre un groupe de copains ou par un professeur, qui donne un sentiment de ne rien valoir. Et qu'est-ce que les gens vont faire à ce moment-là? Et là encore, je précise, c'est défense des mécanismes inconscients. Bah, ils ont besoin de plaire, ils ont besoin de séduire. Et donc, on va avoir ces fameuses personnalités narcissiques qui cherchent toujours à être bien vues dans le regard de l'autre, hein. Quatrième type, je pense qu'il y en a d'autres, hein, ce n'est pas limité, hein, mais ces 4 vécus traumatiques sont extrêmement fréquents. C'est je contrôle rien de ce qui m'arrive, donc j'ai un besoin absolu de contrôle, et à ce moment-là, je mets en place des TOC. Vous voyez comment ça fonctionne? Est-ce que c'est à peu près clair? Pour l'instant, personne n'a ouvert son micro, mais n'hésitez pas. Oui, merci. Oui? D'accord. Donc je continue. Pascal, tu peux passer à la suivante. Alors, les défenses psychologiques et les mouvements alternatifs, quand on a des défenses installées comme celle dont je viens de parler, il faut retrouver d'abord, non pas l'image, vous voyez, non pas le côté sensoriel, mais la perception cognitive douloureuse. C'est-à-dire, je me sens impuissant. Les gens, ils disent pas, je me suis senti impuissant là, dans une situation, ils disent, je me sens impuissant, j'ai l'impression de rien valoir, je suis constamment, j'ai un sentiment d'infériorité qui me tétanise, etc., etc. Vous voyez, il y a très très souvent avec nos patients des plaintes de cet ordre. Donc on va partir de cette plainte et là on va rechercher une image. Cette image, elle peut être liée à un traumatisme, c'est celle qui va représenter le plus la cognition douloureuse. Reviens à la précédente, Pascal. Voilà. La personne dit ben, je me sens toujours impuissant, etc. Je me sens disqualifié. Ok. Quand vous me dites je me sens disqualifié, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Et on va chercher l'aspect sensoriel, c'est-à-dire l'image qui vient à l'esprit. Très souvent, il y a une scène qui leur vient à l'esprit. On s'en fiche que ça soit la scène initiale traumatique. C'est celle qui leur vient à l'esprit dans ce moment présent, et ça sera celle qui est à travailler. Tu peux passer à la suivante? Voilà. Donc là, on va se centrer sur ce type partiel, c'est-à-dire qu'on a une image quand même, et puis cette perception cognitive. Très très souvent, quand on fait des mouvements alternatifs, là, on va avoir des images, des associations spontanées, et de temps en temps, on va retomber sur un traumatisme initial. Même si on ne tombe pas sur un traumatisme initial, la plupart du temps, les gens se sentent apaisés après cette séquence, hein. Donc, c'est déjà un bon objectif. On a apaisé la douleur émotionnelle et on peut retravailler, là encore, sur qu'est-ce qu'ils aimeraient ressentir à la place et les remettre en lien avec une situation positive, une situation ressource où ils ont eu le sentiment de pouvoir faire quelque chose dans leur vie, où ils ont eu le sentiment d'avoir été estimés, reconnus à leur juste valeur, etc. C'est quand même bien rare qu'il n'y ait pas des situations alternatives, des situations par opposition, hein. Si j'ai été humilié par quelqu'un dans ma vie, je suis focalisé sur cette situation d'humiliation, mais il est bien rare qu'on n'ait pas eu d'autres situations dans notre vie où on a été reconnus, on va dire, à notre juste valeur, ou en tout cas aimés normalement. Voilà. Donc, quand on traite ces symptômes-là, hein, on traite avec l'image qui vient. Troisième grand groupe, les défenses psychologiques et les modifications de la personnalité. Voilà. Alors là, c'est beaucoup plus délicat à traiter en mouvement alternatif, de mon point de vue. Première chose qu'on retrouve, c'est le déni. Bon, il ne s'est rien passé, rien n'a existé. Et on a en face de nous des explosions émotionnelles soudaines, sans lien possible. Ces gens qu'on dit colériques ou qu'on va nommer pervers narcissiques parce que justement, ils ont des changements émotionnels assez soudains. Et en fait, quand je dis ils sont dans le déni, on n'est pas dans un déni, là encore, c'est un mécanisme inconscient. Mais ces explosions émotionnelles, elles peuvent être brutales, mal vécues, et en général, ils vont tâcher de les justifier. C'est la faute de l'autre.
quand on est dans le déni, on va facilement être dans la projection. C'est ta faute, tu vois bien que tu m'énerves. Bon, je me suis mis en colère de façon totalement inappropriée, injustifiée, hein, mais je ne peux pas reconnaître que cette colère m'appartient, que c'est lié à quelque chose que j'ignore, et donc ça va être forcément la faute de l'autre. Deuxième type, évitement, les personnalités évitantes. Eh bien, le problème de ces personnalités évitantes, c'est qu'ils vont multiplier les sources de stress, parce que plus j'évite, plus j'ai besoin d'éviter, plus j'ai besoin d'éviter, plus j'évite. Donc tout va devenir stressant et d'une manière assez, assez surprenante. Enfin, j'ai eu hier une patiente qui a peur. Alors, elle n'en est pas à la phobie, hein, qu'un de ses élèves devienne un terroriste. Hein. Alors, on a tellement parlé des attentats à la Charlie Hebdo, de l'anniversaire, hein, comme il y a eu Samuel Paty et puis le professeur Bernard, je crois, Dominique Bernard. Bon, ben, elle est parmi les 800 000 professeurs qui sont de potentielles cibles et elle se dit que si ça leur vient à l'idée de devenir terroriste. Vous voyez bien que si on commence à avoir de telles idées, ben, le meilleur moyen d'être un professeur sans terroriste, c'est de ne plus aller à l'école. Vous voyez comment l'évitement peut se mettre en place assez facilement. Et ensuite, il n'y a pas de raison que le terroriste s'attaque au professeur. Pourquoi il ne s'attaquerait pas en venant dans mon ascenseur, dans mon appartement? Troisième type, le retrait et la personnalité dépressive. Eh bien, on a là des gens qui se replient, qui sont en retrait total, qui souffrent d'une adénonie, ils n'ont plus goût à rien. C'est des personnalités dépressives. Autrefois, on appelait ça des dépressions chroniques, alors que ça ne devrait pas exister. Maintenant, on dit plutôt personnalité dépressive, des gens qui sont finalement pas drôles, qui sont toujours un petit peu à côté, pas gais. Qu'on a du mal à stimuler. Ce sont, je pense, les personnes les plus difficiles à traiter parce que quand ça s'est mis en place, et depuis très très longtemps, hein, on n'est pas juste dans un trouble de l'humeur où ça monte et ça descend, on est dans une structuration de la personnalité autour de ce vécu dépressif, sans qu'il y ait forcément d'idées suicidaires d'ailleurs. Quatrième type, très fréquent en psychiatrie et dans les prisons, c'est la sociopathie, qu'on appelle des fois psychopathie. Hein. Et là, bah, c'est des ruptures comportementales et des passages à l'acte. Bon, je crois que Pascal, tu es passé par la case prison quand tu étais interne, il me semble. Eh oui, vous me rappelez des souvenirs là. Ben voilà, tu vois bien ce genre de Ouais. personnage. C'était il y a Et 20 puis, ans. J'ai eu ma voilà, période prison. tu as eu ta période prison. Je ne sais pas si Julien nous écoute, mais il a été au moins 15 ans en prison aussi. Eh oui. Euh, Il a eu et une donc, peine plus lourde que la mienne. une grosse peine, il a eu, lui. Euh, et on sait très bien qu'en prison, comme en psychiatrie, on retrouve ces sociopathes qui sont euh, presque toujours des vécus de trauma infantile, de carences de toutes sortes, absolument énormes. Hein. Mais le passé est effacé. Pourquoi? Parce qu'ils vivent toujours dans le présent. Donc c'est quand même une modification de la personnalité qui évite ces émotions bouleversantes. Dès qu'ils ont une émotion, bah, ça va être le passage à l'acte, le coup de poing dans le mur, la menace à autrui, etc., etc. C'est le meilleur rempart contre la dépression. Hein. Être psychopathe, c'est un rempart contre la dépression. Et un psychopathe qui perd sa capacité à être dans le passage à l'acte, il va rentrer dans la dépression, ce qui l'effraie totalement. Mais c'est au moment où il rentre dans la dépression qu'on va pouvoir travailler avec lui. C'est un peu bizarre de dire ça. Je me souviens de mon assistant, quand j'étais interne, il disait « il n'a pas encore accès à la dépression ». Ça fait très psychanalytique, mais vous voyez ce que ça veut dire. Et puis le cinquième type, c'est les alternances de mouvements dépressifs et d'excitation psychique. J'ai mis la pseudo-bipolarité, parce qu'on traite toutes ces personnes de bipolaires. Singulièrement, beaucoup de femmes abusées deviennent des espèces de bipolaires qui ont des troubles de l'humeur. Je me souviens d'un psychiatre qui était très spécialisé dans ces abus-là. Il disait bah, faut leur mettre des régulateurs d'humeur. Oui, parce qu'au bout d'un moment, l'humeur est tellement perturbée avec ces mouvements incessants bah, qu'elles ont besoin d'une certaine régulation pour accéder à un soin psychothérapique, en particulier dans les phases d'excitation psychique, mais même dans les phases de mouvement dépressif, quand vous êtes complètement en retrait, vous n'avez pas accès à une psychothérapie. De mon point de vue, ce ne sont pas forcément des personnes à mettre sous antidépresseurs
parce qu'on court le risque de les rendre encore plus bipolaires. On peut passer à la suivante. Voilà. Donc, quand il y a une modification de la personnalité, ben, les mouvements alternatifs, ça va être extrêmement délicat. De mon point de vue, on ne va pas pouvoir travailler uniquement en mouvement alternatif, par phase. Quand il y a une émergence émotionnelle, ça sera possible. Mais il faudra y adjoindre beaucoup d'autres choses, peut-être l'hypnose, plus classique, et puis la thérapie narrative qui m'apparaît la meilleure approche des troubles de la personnalité, ou plutôt au-delà des troubles de la personnalité, des symptômes au long cours. Pour moi, c'est une des meilleures approches. Parce qu'avec ces troubles-là, on ne peut pas être dans la stratégie comme on va être avec une phobie, un TOC typique, etc., où là, on peut appliquer presque, je mets des guillemets au mot, un protocole de thérapie stratégique. Quand on est dans ces troubles-là, avec des mouvements d'humeur, avec des troubles addictifs mêlés, avec ces phases de déni, etc., bon, il n'y a pas moyen, il faut être réaliste. Alors qu'à l'inverse, en s'y prenant tranquillement, en travaillant l'alliance d'abord, puisque la thérapie narrative, c'est quand même une grande thérapie de l'alliance, on arrive à quelque chose de très touchant. Enfin, moi, je l'ai vécu avec des sociopathes, de très touchant, et une transformation réelle en séance. Alors, je ne dis pas qu'on transforme tout, il ne faut pas non plus se prendre pour... voilà, mais on arrive à de vrais changements, et qui peuvent même être assez touchants. Mais ça prend du temps, il faut être patient, et il ne faut pas craindre les agressions. Quand j'ai les agressions, je ne parle pas d'agression physique, mais voilà. Je crois que c'est la dernière, Pascal, ou il y en a une autre. Ah, bon, voilà. Le dernier cadre, alors, je reviens sur mes 4 cadres. Le SPT typique, au départ, les défenses psychologiques, les troubles de la personnalité, et ce que j'appelle le traumatisme asséché. Alors, traumatisme asséché, c'est qu'on est presque sûr qu'il y a du trauma dans la vie de la personne, mais le lien est difficile à faire. C'est les douleurs chroniques. La fibromyalgie, par exemple, on retrouve énormément de gens qui ont un vécu traumatique, psychotraumatique, dans la plainte dépressive récurrente, qui est totalement désafférentée, c'est-à-dire qu'elle est liée à rien, c'est les gens qui se traînent. Bon, c'est comme la personnalité dépressive dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, le deuxième grand trouble, c'est les troubles somatoformes, c'est-à-dire les gens qui se plaignent de sommeil, de troubles du sommeil et de cauchemars itératifs sans qu'on puisse rien travailler dessus. Autre trouble que l'on retrouve assez fréquemment, la fatigue chronique. Et je ne sais pas si vous avez vu des fatigués chroniques dans vos consultations, mais c'est assez fatigant parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Il y a de la peine à les motiver. C'est une fatigue sans forcément une plainte dépressive à côté, mais ils sont difficiles à mobiliser. La fatigue chronique permet aussi facilement l'évitement, ce qui est quand même assez pratique. Les troubles psychosomatiques, alors les troubles psychosomatiques, c'est quand même un grand registre que le cerveau, l'inconscient a trouvé pour nous protéger de nos émotions. Parce que quand on a un trouble, un vrai, qui nous rend malade, eh ben, nos émotions, notre cerveau émotionnel est un petit peu protégé. Alors, je ne vais pas faire de généralité, je ne vais pas dire que toutes les rectocolites, tous les doxycocolons, toutes les pelades, etc., sont des troubles psychosomatiques avec un psychotraumatisme, mais on peut en retrouver facilement. Mais comme je dis, le traumatisme est asséché parce que le trouble psychosomatique remplit sa fonction et on n'a pas forcément grand-chose à travailler. Ceux qui s'intéressent à la médecine psychosomatique, c'est-à-dire à tout ce on est sûr qu'il y a un lien avec le psychique dans des maladies parfaitement organiques, savent très bien que ces personnes, en général, sont relativement bien équilibrées dans leur vie. Et que c'est dur de travailler sans véritable demande. Leur demande, elle va être dans le soulagement du trouble, mais pas pas forcément par une relation psychothérapique. C'est pas si simple. Enfin, le traumatisme asséché, alors là, j'ai mis plein de points d'interrogation, c'est la pathologie organique absolue, c'est-à-dire le cancer ou des choses comme ça, qui peuvent être issues de situations traumatisantes. Mais ça reste une hypothèse, on n'est pas dans des preuves, mais très souvent, on a constaté que quelques années auparavant du déclenchement d'un cancer, il s'était passé quelque chose d'important, un événement de vie important dans la vie des sujets. Et là encore, ce n'est pas forcément facile à travailler sur un plan
psychologiques. Vous voyez, la rectocolite ulcéro-hémorragique, par exemple, c'est ça RCH, hein, que ça veut dire. Quand il y a eu les bombardements de Dresde en Allemagne, il y a eu une épidémie énorme de rectocolite ulcéro-hémorragique chez les Allemands. Et je fais de suite dans mon WhatsApp, j'écoute. Pourquoi tu veux écouter les... Non, alors j'y suis plus C'est là. intéressant, hein, mais je suis une vieille de la vieille, je crois. Oui, voilà. Donc j'en ai terminé avec l'exposé de ces aspects cliniques. Peut-être C'est que intéressant. vous avez des questions à poser. Vous n'avez pas fini de parler par rapport aux personnes en Allemagne, là, la Oui. rectocolique hémorragique, Oui, là. ben, on a été interrompu là. Voilà. Eh bien, après les bombardements de Dresde qui avaient fait des milliers de victimes, il y a eu une sorte d'épidémie de rectocolite ulcéro-hémorragique. Mais ces femmes, ces hommes qui en étaient atteints, ben, ils restaient, entre guillemets, pas dans un effondrement psychologique, mais ils avaient une maladie. Et la maladie, c'est comme si cette maladie, euh, on pourrait dire en lien avec ces bombardements, les protégeait de l'effondrement psychologique. Au lieu d'avoir un ESPT typique, eh bien, elles avaient ça. On a aussi constaté des gens qui perdaient au lendemain de situations gravissimes, comme des bombardements, tous leurs cheveux, ou qui avaient les cheveux qui devenaient blancs du jour au lendemain, etc., etc. Donc on sait très bien que c'est des réactions inconscientes du corps, mais que c'est des réactions du corps qui sont protectrices. Hein, elles ont leur fonction. Mais on ne va pas travailler avec ces gens-là sur le plan psychothérapique. Le corps, il a rempli sa fonction, il a fait ce qu'il a pu. Bon, le prix à payer est quand même assez cher. Hein, quand on a une rectocolite, c'est difficile. Alors, je ne suis pas en train de prétendre que toutes les rectocolites ulcéro-hémorragiques viennent d'un trauma. Hein. Il y a peut-être des systèmes immunitaires défaillants, des aspects qu'on ignore. Mais on a fait très facilement le lien à cette époque entre cette épidémie, si j'ose dire, et puis les bombardements qui avaient été effroyables dans cette ville en 44 ou 45. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu. J'ai été un peu vite hein, pour expliquer tout ça, parce qu'il y avait beaucoup de cliniques, mais de temps en temps, c'est bien d'en refaire. Je pense, en tout cas, c'est moi qui le pense. Et maintenant, si vous avez une situation clinique à présenter, ça serait pas mal. Ou des questions. Moi, j'ai une question, c'est le trauma asséché. Oui. Je comprends pas bien, en fait. La définition du trauma asséché, il y a Moi une... C'est moi qui appelle ça un trauma asséché. C'est-à-dire qu'il n'y a Ouais, plus d'émotion. C'est asséché, il n'y a plus de trace d'émotion. Voilà. il y a plus du tout d'émotion, c'est ça, Bah d'accord. non, C'est le bon, côté... il y a eu une histoire, mais bon, il n'y a plus rien, quoi. C'est comme si le mécanisme défensif, qui est très très souvent psychosomatique, avait tout lissé, quoi. Hein. Euh, alors, alors, effectivement, on peut se dire que c'est les psys qui inventent les liens, mais la plupart du temps, c'est quand même assez clair. Hein. Quand on a un déclenchement d'une maladie dans les suites d'un événement qui est manifestement marquant, eh ben, ça a été un événement marquant et le mécanisme que l'inconscient a mis en place est suffisamment protecteur pour assécher, alors moi j'appelle ça assécher, c'est mon vocable à moi, hein, les émotions quasiment en totalité, en tout cas par rapport à l'événement certainement. D'accord, parce que difficile de faire le lien entre le trauma et le symptôme. C'est difficile de faire le lien, sauf quand le symptôme s'est déclenché juste après. Ouais. Hein. Quand vous avez chez des gamins un dolichocolon, vous savez bien ce qu'il en est. Hein. Mhm. Mais ils ont leur dolichocolon, on les traite pour leur dolichocolon et pas pour l'abus sexuel qu'ils ont pu avoir. Ça n'existe plus. Hein. Mhm. On peut citer plein d'autres exemples de troubles de ce type. Hein. Les vessies de lutte, etc. C'est un peu pareil. Hein. Donc, ceux qui se sont beaucoup intéressés à ça, ce ne sont pas les psychiatres au départ. Ce sont les gastroentérologues, qui voyaient des maladies et c'est eux qui faisaient les liens. Vous voyez, c'est même pas les psys, c'est eux qui faisaient les liens et qui les ont envoyés de temps en temps vers les psychiatres. Mais je ne vais pas dire que c'est les choses les plus faciles à traiter. D'abord parce qu'il n'y a pas forcément de demande. Hein.
Les gens, ils demandent à être soulagés de leurs symptômes d'une maladie physique, ce qui est bien naturel, et puis ils ne vont pas demander à être soulagés de leur psychisme, puisque leur psychisme, il a l'air d'aller assez bien. Mhm. Et les pathologies auto-immunes, non, c'est pas. Ça participe, le rectocolite, Ouais, ça participe. Hein, ouais, il est probable que c'est du même ordre. Hein. ouais. On sait très bien qu'un événement grave, même, même un deuil, quelque chose comme ça altère notre immunité. Et que dans les suites, on va déclencher quelque chose. C'est pour ça que certains cancérologues ont émis l'hypothèse que parmi les phénomènes déclenchants de cancer, il pouvait y avoir eu, quelques années auparavant, de tels événements. Maintenant, tout ça, c'est Mm, plurifactoriel, il ne faut pas en faire une causalité linéaire, hein, jamais. mm, Il faut être mm. très prudent. Mais là encore, la psychologie va intervenir que de façon très périphérique. Donc, c'est plutôt les 3 premiers cas dont on va intervenir sur un plan psychologique ou psychiatrique. La difficulté, c'est parfois la prise de conscience quand on a des patients qui sont adressés par leur médecin traitant, qui comprend le mécanisme et qui se dit il y a peut-être quelque chose de psychologique là-dessus, un trauma, et puis au bout de quelques fois, le patient il accepte de venir jusqu'à nous et de consulter, mais une fois devant nous, il pense que c'est les psys qui font les liens et que c'est pas, Voilà. qu'il n'y a jamais rien eu de cet ordre-là. Donc pour travailler, c'est pas forcément très Non, évident. Hein. Bah, après, il y a oui, là, je pense à un patient qui se dit tout le temps très fatigué comme un métier. Et pour lui, bah, c'est apparu après une agression en ville où il s'est fait piquer son portable, mais qu'il puisse y avoir un lien entre cette agression et puis cette fatigue. C'est non, voilà, c'est comme si des idées de psychiatre. la fatigue protégeait de l'émotion. Le symptôme, il fonctionne. Il fonctionne comme une défense qui est absolument efficace. Ce qui est bien, c'est quand le symptôme ne fonctionne pas comme une défense totalement efficace. Donc, dans les addictions et dans les phobies, c'est pas absolument efficace parce que les gens vont quand même avoir à se plaindre de quelque chose, d'un symptôme que tout le monde voit. Hein. Et là, on a une porte d'entrée. Le problème des thérapeutes, c'est d'avoir une porte d'entrée qui est reconnue par le patient comme utile pour lui et qui soit accessible. Hein. Euh, Est-ce que vous avez une situation clinique que vous auriez voulu exposer, puisque là, je vous ai fait un exposé un peu théorique, mais on est surtout dans une intervision un petit peu, donc c'est d'amener des situations cliniques sur lesquelles soit vous avez eu une réussite et c'est intéressant de la partager, ou à l'inverse, quelque chose sur quoi on a buté. Wilfried, est-ce que je peux poser une question en préalable à la situation clinique? C'est possible? Oui, oui, oui. Une question qui est un peu différenciante, pas divergente, mais différenciante avec ce que nous avait proposé Dominique Méglet en son temps, en ce qui concerne l'identification de l'image à traiter. Oui. Parce que il nous avait dit, quand on pose la question, quand vous me dites ça, monsieur ou madame, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Et toi, tu nous dis, bon, ça, a priori, ce qui va lui venir spontanément à l'esprit, c'est l'image à travailler. Et Dominique Méglet nous disait, quand on dit ça, il y a un risque, et c'est vrai que c'est possible que quand les choses sont terminées, plus tard, une autre image apparaisse ou que le patient nous dise, mais en fait, j'ai vécu beaucoup plus grave. Le fait d'avoir réfléchi, je m'aperçois qu'il y a autre chose de beaucoup plus sérieux. Et donc, ça remet en fait la poêle sur le feu, alors que lui nous dit, on va aller chercher la pire image Mm. symptomatique de son trauma et on lui demande de bien réfléchir à ce qui véritablement génère des sensations, des émotions, des perceptions, enfin des quelque chose de corporel au moment où il y pense. Et c'est cette pire image parce qu'après nous n'y reviendrons pas. Réfléchissez bien à choisir la pire pour éviter justement cette redondance. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce Alors, que c'est important ou pas? dans le SPT typique, on va chercher la pire image. Mais quand on est dans un vécu cognitif, je me sens impuissant, on va venir chercher la première image que la personne a quand il dit, quand vous dites je me sens impuissant, quand vous dites je me sens humilié, qu'est-ce qui vous vient là maintenant? Alors, ça peut être une image, ça peut être aussi une sensation corporelle. Par exemple, je me sens humilié, ça peut être la claque que m'a envoyé mon grand-père quand j'avais 7 ans. Hein, c'est quelque chose que je ressens encore sur ma joue, mais que je ne vois pas. Quand on dit image, c'est quelque chose de sensoriel. Donc, c'est le corps qui perçoit. Ça peut être un bruit. Hein. Vous voyez, moi, j'avais une dame qui avait eu un accident de voiture, c'était la nuit, et elle était réveillée en permanence par les bruits de scie circulaire de désincarcération des pompiers.
dès qu'elle s'endormait, en phase hypnagogique, elle entendait ça. Donc l'image, c'est pas l'image des pompiers visuelle, c'est une image, c'est la sensorialité. Donc là, c'était un bruit, hein, si vous voulez. Mais la plupart du temps, on a une image visuelle, le sens visuel. De temps en temps, c'est synesthésique. Parfois, ça peut même être olfactif. Allez voir des pompiers qui ont été sur le tremblement de terre à Haïti, avec tous les cadavres en décomposition. Ils reviennent, ils ont certes des images dans la tête, mais ils ont une odeur épouvantable dans les narines, hein. Donc, quand on met I, c'est une cible imagée, mais c'est une représentation sensorielle. Alors, tu as raison qu'en général, il faut prendre la pire, mais on peut prendre la première, c'est pas très grave, parce qu'il y aura des associations d'idées qui se feront. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une maman qui me raconte une situation assez banale, hein, et au moment où elle me raconte cette situation assez banale, où je travaille un petit peu avec elle, hein, dans la minute qui suit, est venue une autre image qui était bien plus marquante, hein. Donc, il faut permettre aussi les chaînes associatives. Pourquoi permettre les chaînes associatives? Parce que les chaînes associatives, elles sont inconscientes. Alors que quand on recherche avec notre tête là-haut, c'est conscient. Je recherche l'image, je n'ai pas forcément la bonne. La chaîne associative, elle va me la trouver par le mécanisme des mouvements alternatifs. On n'y peut rien, c'est comme ça. Les gens ne cherchent rien. Tu vois bien que quand on est totalement focalisé sur les yeux, on n'est pas en train de rechercher quelque chose. C'est pour ça qu'il faut être assez rapide. On n'a pas la capacité de chercher. Donc c'est l'inconscient qui travaille. Alors que quand je demande à la personne rechercher l'image la pire, elle peut être aussi dans l'évitement et ne pas me trouver la pire. Oui, je vois très bien. Et ça pourrait même dissocier dans la chronologie de la séance, que la première partie pourrait très bien favoriser une expression inconsciente si la personne était un peu en transe conversationnelle, sachant que la deuxième partie, c'est tout à fait le contraire, puisqu'elle doit être concentrée sur justement les mouvements des mains. Mais donc la première partie, peut-être que l'inconscient irait chercher ou a plus de facilité à revivre peut-être quelque chose de sensoriel ou à le ressentir tout de suite si la personne n'est pas trop sur le cognitif, quoi. Voilà. Dans le moment de l'anamnèse. Voilà, c'est tout le problème de notre cerveau, de ses capacités de défense inconscientes, mais qui sont quand même là et qui se mettent en place. Alors, moi, je fais confiance aux gens, hein, c'est-à-dire que les chaînes associatives, les Américains s'en méfient, moi, je les aime bien, au contraire, hein. Elles prennent plus de temps, hein, c'est tout. Mais la recherche forcenée de quelque chose qui est le pire, bien sûr, je le demande, mais on ne l'obtiendra pas forcément, hein, parce que les gens vont être dans l'évitement. OK? Tu avais une autre question qui devait venir après ou... Ah non, c'était justement quelqu'un qui allait exprimer une situation clinique, peut-être. Non, moi, je voulais revenir sur le docteur Méglet parce qu'en fait, dans son livre là sur les traumatismes mentaux, il parlait des mouvements alternatifs avec la réassociation et puis après faire marcher la personne et tout ça. Donc, il avait un processus assez particulier et bien précis. Donc, du coup, c'était pour voir avec vous parce que bon, moi, en fait, je n'ai pu connaître son processus à lui que par le bouquin. Et du coup, c'était pour savoir si vous aviez quelque chose à rajouter par rapport à ça qui pourrait aider dans les prises en charge, parce que du coup, moi j'ai utilisé ça puisque bon, j'ai pas la technique de l'EMDR, mais j'ai utilisé un petit peu la technique du docteur Méglet dans une prise en charge avec notamment Morgan qui était dans mon mémoire après, quand je l'ai revu après le DU, quoi, en fait. Alors, effectivement, il a fait un protocole que je dirais simplifié. Peut-être que ma façon de présenter les choses est trop complexe. Moi, j'essaye de présenter les choses avec les choses qui ne marchent pas aussi, pour voir qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas, hein, et d'avoir des portes d'entrée quand justement on est bloqué. Mais j'aime beaucoup le livre de Dominique Méglet et c'est un bon point de départ, à mon avis, pour utiliser les mouvements alternatifs, hein. Et puis, il a sa manière un peu toujours confusionnelle de faire à la fin, hein, qui est très hypnotique en quelque sorte, hein. Alors lui, il n'insiste pas trop sur la réassociation par rapport à une image positive de soi qui me semble importante, il me semble. Si? Si, il y a 3 minutes sur un bon moment, parce que dans la vie, il n'y a pas eu Voilà. que des mauvais moments, il y a eu des bons moments Oui. aussi. Donc pendant 3 minutes, il focalise là-dessus.
Et après, donc, lorsqu'il met la main devant le visage du Il patient, dit 3, il en dit 4. ouais, il en dit 4 en fait, voilà, il en dit 3. Enfin, il montre 3 et il en dit 4. Et là, quand j'ai dit c'est fini, voilà, au patient, il a explosé de rire. Donc, il ne s'attendait pas à ça, je sais pas. Mais du coup, bon. Ça marche très bien. C'est la technique et qu'on connaît le personnage, on comprend pourquoi ça marche très bien. Voilà. Euh, Bon. donc, j'ai aucune critique à faire par rapport à ça, hein. Là, mon exposé euh, est un petit peu théorique, hein. J'essaye de faire de la clinique un peu différenciée pour dire aussi qu'il ne faut pas forcément faire du mouvement alternatif dans toutes les situations, hein. Il faut savoir le bon moment, la bonne alliance, hein, et les bonnes indications. Et dans les troubles de la personnalité, qui sont presque tous issus de situations trauma complexes qu'on voit souvent en hôpital psychiatrique, pas se précipiter. Ça sera un moyen associé, mais certainement pas l'unique moyen. Et moi, j'avais eu des J'aurais une difficultés petite quand j'avais fait les situation. mouvements avec les mains. Oh, pardon, excusez-moi, j'en ai Non, plus mais le mot. allez-y. Parce que je savais plus trop à quel moment, en fait, où j'en étais dans son processus et à quel moment vraiment arrêter, quoi, en fait. Alors, moi, je crois qu'il faut arrêter quand la personne ne ressent plus rien, hein. D'accord. Les Américains en MDR typique, ils font une échelle entre 0 et 10, hein, l'échelle SUDS, là. Mais il faut demander, et là, qu'est-ce qui se passe? Tant qu'il y a encore un ressenti corporel, un ressenti émotionnel qui est relié au corps, on continue. D'accord. Et si ça ne baisse pas, c'est qu'on s'est trompé de cible, c'est qu'on n'est pas sur le bon créneau, hein. J'en avais parlé lors d'une précédente session. D'accord, ok. Ah oui, je l'ai lu. Il faut savoir s'autocritiquer et revenir à la cible initiale, hein, quand les associations se font pas, les chaînes associatives ne fonctionnent pas, c'est que c'est nous qui sommes, c'est pas le patient, hein, c'est la plupart du temps c'est nous qui avons mal évalué, hein. C'est pas des défenses de patient. D'accord. Oui, Justement, à ce Merci. propos, Bertie, oui. oui. Euh, j'ai une situation d'une personne, d'une femme de 60 ans qui est dépressive, enfin qui montre des signes de dépression en tout cas. Elle est enseignante, elle est mariée, elle est assez dissociée. Elle me dit qu'elle fait des choses, elle se voit faire des choses, mais elle se ressent pas dans son corps, même au quotidien. Elle a des parents dépressifs qui ont été assez malmenants, plus en termes de, enfin, en tout cas, dans les interactions, ils n'étaient pas très valorisants, voilà. Euh, donc, elle est très exigeante vis-à-vis d'elle-même. Elle a un narratif très négatif qui revient tout le temps. Elle se donne pas. Elle se dit qu'elle est très froide, qu'elle n'est pas légitime à être aimée, que voilà, qu'elle s'est pas donnée parce qu'on lui a pas donné. Euh, et en fait, elle a toujours cette sensation d'être très jugeante vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis d'elle-même. Et c'est une femme qui est très dans la relation, je trouve, dans la thérapie, je trouve qu'elle est effectivement assez. Elle est touchante, elle est froide et touchante en même temps. On sent qu'il y a Elle est dans la une. souffrance. Voilà, exactement. Elle est dans la souffrance. Euh, Euh, oui, Je pense qu'il faut que tu regardes ce qu'elle se dit d'elle-même. Cette femme-là, elle n'a pas d'estime d'elle-même. Elle ouais. va te trouver des bonnes raisons, mes parents ceci, mes parents cela. On s'en fiche. On n'est pas là Mm, pour rationaliser des raisons euh, qui sont peut-être justes, mais on ne va pas pouvoir travailler ça. En plus, elle a 60 ans, cette dame, oui, hein. oui. On ne va pas travailler ça. Non, c'est qu'est-ce qu'elle se dit d'elle-même qui est insupportable, hein. Elle a une mauvaise estime d'elle-même. Elle se sent peut-être en infériorité. Quand on se sent en infériorité, on va juger les autres. C'est un Oui. grand classique, hein. Donc, Mm, de quoi elle a besoin? Elle a besoin d'être valorisée. Alors, tu peux faire deux choses. Soit tu vas rechercher des expériences où elle s'est sentie valorisée dans sa vie, mhm, hein, des expériences où elle a eu de la valeur, où elle estime, en se regardant dans une glace, qu'elle a fait de son mieux. Expérience de mère de famille, expérience professionnelle, expérience associative, peu importe, hein, ou simplement la main verte dans son jardin, hein, c'est des mhm, choses mhm. très, très simples, hein. Et puis la mettre d'abord sur ses ressources. Donc je travaillerai d'abord Ouais. sur ces ressources-là, hein. Et, euh, et ensuite, je travaillerai sur
bon, imaginons que ce soit je me sens en état d'infériorité devant les autres, ou je me sens toujours jugé, ou je me Mm. sens, bon, peu importe, hein. Mais la thématique centrale de cette autodisqualification, tu vas la regarder, cette thématique, tu vas lui dire, OK, quand vous me dites ça, qu'est-ce qui vient? Oui. Là, elle va avoir une première image, forcément. Que ça soit une image d'enfance ou une image plus récente, on s'en fiche. On n'est pas en train de dire que c'est une image d'origine. Cette Mm. image qui vient, c'est la quintessence de je me sens humilié, je me sens pas à la hauteur, etc. Hein. On n'est pas dans des recherches d'images originelles comme dans un ESPT typique où il s'est passé quelque chose. Mm. On Et- est- oui, allez-y. ça parle, comme je dis. Il Oui, y oui, a plein de choses qui font que dans la vie, elle va se sentir pas à la hauteur. Plein de oui. choses. Vous dites, je me sens pas à la hauteur. Admettons que ça soit cette phrase qu'elle dit. Qu'est-ce Mm. qui vous vient là maintenant? Mm. Et voilà une image qui vient. C'est ça que j'appelle une image quintessence. C'est pas forcément l'image la pire. Si c'est l'image la pire, tant mieux. C'est Oui. pas forcément l'image la pire. Et à partir de cette image, c'est ce que je disais tout à l'heure à François, on va associer elle va associer naturellement, peut-être sur une image d'origine ou peut-être pas, peu importe. Mais en travaillant là-dessus, on a déjà deux pieds de cible là. Tu vois bien. Oui, oui. Mais alors justement, il y a deux choses. C'est que j'ai essayé de travailler la ressource sur un moment où elle a pu être en relation bien et elle s'est sentie valorisée. Et ça, c'était quand elle a pu chanter, parce que c'est l'anniversaire de son mari, devant ses amis, chose qu'elle n'avait jamais fait. Et à ce moment-là, il y a eu une émotion très très forte. Et donc, j'ai installé la ressource. Mais même là, elle s'est mise à pleurer et je voyais que c'était. Je lui demandais, mais c'est comment? Ce sont des larmes plutôt d'apaisement ou de souffrance? Et elle m'a dit les deux. Et je sentais qu'il y avait autant de joie que de souffrance, que de ressentir des sensations, en fait. Ça, c'était D'accord. la première fois. Et la deuxième, aujourd'hui ou hier, je sais plus, je l'ai interrogée sur justement qu'est-ce qui dernièrement, enfin pas dernièrement, mais un peu ce que vous venez de dire sur quand vous pensez à je me sens pas légitime ou pas assez, je sais plus le terme, valorisée et qu'elle est plus dans l'autodisqualification. Elle m'a parlé il y a 2 ans, un épisode où elle a tout donné en tant que instit. Elle a été, comment on dit, euh, elle a eu une inspection pour passer en classe spécialisée. Et ça s'est mal passé. Enfin, elle a l'impression d'avoir donné le meilleur d'elle-même. Et en fait, il n'y a pas eu de validation. Et en me racontant ça, il y avait une émotion forte. Donc j'avais la cognition, j'avais a priori, alors je ne sais pas si on peut considérer ça comme une image, hein. C'est là où je ne savais pas trop. Je me suis demandé si ça pouvait se travailler en mouvement alternatif. Pas forcément. Moi, là, il faut revenir sur le narratif. Ok, Cette femme, elle est victime d'injustice dans ses relations. d'accord. Tu vois. Là, cette Ok, inspection, c'est une injustice pour elle. Je ne dis pas ouais. que c'est une injustice absolue, on ne sait pas. Ça ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient, peut-être. Mais elle, elle a été victime d'une injustice. Donc, il y a des choses comme ça. Qu'est-ce que ça serait pour elle, la justice, etc. Et cette valeur D'accord. de justice, quand est-ce qu'elle la voit se réaliser dans sa vie? Tu vois, retravailler en externalisant les choses à ce moment-là. Hmm. Parce que là, on est dans ces histoires de ce que je te disais, de troubles de la personnalité. Ouais, oui, oui, complètement, ouais. On est beaucoup plus là-dessus. Elle n'est pas dans des symptômes avérés, mais elle est mal Bien dans sûr, sa ouais. peau, elle souffre, elle est subdépressive en permanence, Ouais, ouais. et avec ce que je perçois, une sorte de complexe d'infériorité. Tu vois, même l'anecdote que tu me cites, elle pourrait se dire, bon, ils n'ont rien compris, ces inspecteurs, mon truc était très très bien, Ouais, effectivement, mais avec les trucs pédagogiques actuels, ils sont complètement à côté de la plaque. Elle aurait pu se défendre de cette façon-là. Non, ouais, ouais. douloureusement, ça veut dire qu'elle donne, comment dirais-je, la maîtrise du jugement sur elle-même à autrui. Hmm, hmm. Euh, les gens qui disent ils m'ont mal jugé parce qu'ils y connaissent rien, bah, en fait, c'est de bonne défense Ouais. dans la vie. Alors que là, c'est comme si sa qualité, elle ne pouvait être reconnue que par les inspecteurs Hmm. et pas par la qualité propre de son travail. Elle dit j'ai tout donné, mais ça, j'en suis sûr. Mais est-ce que vous pensez que votre travail avait de la valeur? Elle ne sera pas capable de le dire. Hmm. Hmm. Tu vois, elle peut dire j'ai tout donné, Ouais, mais elle ne peut pas dire mon travail avait de la valeur. ouais, d'accord.
Mais donc, oui, privilégier le narratif avec cette femme ou alors chercher. Mais quand vous dites, quand je vous dis ça, qu'est-ce que ça crée pour vous? Est-ce que vraiment il faut aller chercher finalement à, à traiter? Oui, c'est Est-ce qu'elle plus. a de l'émotion? Est-ce que quand tu la vois, quand elle évoque ces situations-là, tu la sens au bord des larmes, elle se tortille sur sa chaise? Oui, elle est au bord des larmes. C'est très, très intérieur, mais Dès que tu vois quelque chose où il y a de l'émotionnel, tu vas pouvoir faire des mouvements alternatifs. mm, C'est clair, hein, en tâchant d'avoir les trois pieds de la cible, ouais, hein. ouais, ouais. Mais avec une personne comme ça et qu'à 60 ans en plus, c'est bien ça, hein, Oui, euh, oui. je pense qu'il faut adjoindre autre chose. Mm. Je pense qu'il faut adjoindre autre chose, hein. Oui, parce que Euh, j'ai l'impression de la malmener un petit peu parfois. Parce que tu vois, on est dans, elle a besoin d'être aimée, elle a Mm, besoin d'être reconnue. Donc on mm, est au sens large dans ces personnalités narcissiques. Alors il y a les narcissiques qui cherchent toujours à plaire, puis il y a les narcissiques qui sont dans la plainte de ne pas se sentir reconnus. Tu vois, elle est mm, plutôt mm. dans ce registre. Oui. Probablement dans sa famille, elle a peut-être eu plein d'expériences où elle n'a pas été reconnue. Mm, C'est mm, possible, hein. Mais il faut travailler sur ce que ce serait la reconnaissance, mais qu'elle puisse d'abord se reconnaître elle-même, sa propre mm, valeur. mm. Tu vois, hein, qu'elle puisse se dire, ça, ce que j'ai fait, c'était bien. Ils n'ont pas vu que c'était bien, mais ça, c'était bien. Mm, mm, mm. Ok, OK? très bien, merci. De rien. Bah, merci pour cette présentation, c'était très très bien en effet. Je peux vous faire ce commentaire. Enfin, de mon point Voilà. de vue, je ne sais pas ce que les autres en ont pensé. Mais c'était encore une fois très intéressant au niveau du PowerPoint, là, où elle est bien présenté, puis là, les Oui, exemples. Là. Peut-être un petit coup de pub pour l'AG de la REPTA, là, pour ah oui, il y a terminer. AG de la Il y a REPTA notre le assemblée 20. générale qui va avoir lieu le lundi 27, hein, donc Ouais, à la fin du mois, à 20h. Donc ceux qui sont sur Nantes, bah, vous pouvez venir dans nos locaux habituels à Orvault, là. Et puis sinon, je crois qu'il y aura un lien Zoom qui sera envoyé. c'est ça. En principe, on va faire un lien Zoom s'il y a des gens qui veulent participer, hein. C'est une assemblée générale. Voilà, on est dans l'association. Et puis, autre chose aussi, souvenez-vous que le 28 juin, on a notre anniversaire, les 30 ans. En vrai, c'est 31, mais c'est pas grave, hein, on fête les 30 ans à 31 ans, nous, hein. Et donc, ce sera à Nantes, en toute simplicité, une petite journée. Voilà. Le programme doit être sur le site, où il va pas tarder à y être s'il n'y est pas encore. Ouais, ce sera à la Manufacture, du coup, pas très loin du centre-ville de Nantes, hein. Oui, 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 Pas très parce que loin de la gare pour ceux qui viennent par le train, c'est par le train. vraiment facile à Ok. trouver. Oui. Pas d'autres questions? Bon, Non. eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Merci à Euh, vous. Merci beaucoup. Merci.